Bonjour Emmanuel, Bonjour Déborah. je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour ce premier épisode de podcast. On va parler de ton métier, de ton parcours qui est dense, plus de 20 ans en tant qu'avocate en droit pénal et en droit de la famille. C'est pas un parcours atypique, pas tout le monde vient à exercer ce métier, on va en parler. Mais moi ce que je voudrais savoir c'est comment tu es venue à justement devenir avocate dans cette thématique bien précise, parce qu'il y a d'autres corps de métier, enfin d'autres thématiques autour de l'avocat. Est-ce que c'était vraiment ton rêve d'enfant ou pas du tout? Ah oui, ça a été un rêve d'enfant, une vocation. Véritablement, j'ai eu la chance de rencontrer ce rêve et de pouvoir l'assouvir surtout, parce que c'est vraiment un chemin de croix pour devenir avocat. C'est pas facile. Mais voilà, j'ai répondu vraiment à un appel, à une évidence. Je voulais défendre. Voilà, je voulais pas être notaire, je voulais pas être huissier, je voulais pas être juge, Ouais. je voulais être avocat. Voilà, je voulais être aux côtés des gens qui sont seuls face à la justice. Et pour pouvoir le faire, il a fallu que moi-même j'apprenne la loi, que je suive des études de droit et que je passe des diplômes jusqu'à obtenir mon titre pour pouvoir être habilité à pouvoir représenter des gens à la justice. Mais j'imagine que tes parents sont pas dans ce domaine-là. Des fois on est dans une lignée de famille de médecins, d'avocats, d'experts comptables, dans l'automobile, peu importe, et on suit la voie classique de la famille. Là, c'était pas le cas. Alors c'était pas du tout le cas. C'est pour ça que vers 12-13 ans, quand j'ai commencé à dire que je voulais être avocat, tout le monde m'a regardé en disant oui, bien sûr, on verra si tu y arrives. Moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs, donc ça m'a beaucoup servi dans ma profession d'avocat sur d'autres aspects. Mais voilà, je savais que c'était ce métier que je voulais faire. Donc depuis jeune, comment ça s'est passé les études? Comment est-ce que tu as appris la voie classique? Parce que peut-être qu'il y a des jeunes avocats qui vont nous écouter en disant bah tiens ça me passionne mais je viens pas d'une bonne famille, ou les études coûtent cher, ou au contraire j'ai peut-être pas la rigueur à l'école pour devenir avocat puisque c'est des longues études. Comment ça se passe? Je pense que la première chose qu'un étudiant doit savoir, c'est que il doit avoir envie. Voilà, parce que le droit c'est une matière passionnante, c'est une matière vivante, et donc si on a envie de l'absorber, on y arrivera. Il n'y a aucune difficulté là-dessus. Mais il faut beaucoup travailler, effectivement, c'est long, le processus est long, mais je pense qu'effectivement, quand on est motivé par la passion, il n'y a rien qui est impossible. Donc moi, j'encourage tout le monde à suivre la voie classique. Alors je sais qu'il en existe d'autres aujourd'hui. Bon, à mon époque, on rentrait en fac de droit. Me concernant, j'ai fait ma fac de droit à Bordeaux, à l'université Montesquieu Bordeaux 4, qui est une excellente fac de droit, puisque, comme tu le sais peut-être pas, l'École nationale de la magistrature est située à Bordeaux, donc forcément ça génère une émulation sur le concours d'accès à la magistrature, mais moi dans mon esprit, c'est quelque chose que j'ignorais complètement parce que je savais que je faisais ça pour être avocat. Et surtout, j'avais pris un engagement auprès de ma famille en disant que voilà, je serais avocat à 25 ans ou jamais. Voilà, donc je m'étais mis un objectif bien précis. Avec justement cette envie, cette rage de devenir justement avocate. Il y a plein de branches, je le disais en introduction, autour de l'avocat. Il y a l'avocat donc pénaliste dans ton cas, il y a l'avocat droit du travail, il y a l'avocat dans le droit du numérique. Pourquoi cette branche-là? Tu as dit au début que c'était pour défendre, mais c'est quand même une spécialité un peu, je dirais complexe, parce que tous les jours, il y a des cas compliqués. C'est quoi ton quotidien aujourd'hui en tant qu'avocat pénaliste pour bien présenter aux personnes qui nous écoutent? Un avocat pénaliste, c'est quelqu'un qui est au cœur de la cité, c'est-à-dire qui est aux côtés des justiciables lorsqu'ils sont dans une situation de difficulté, lorsqu'on les accuse d'avoir commis quelque chose, ou au contraire lorsqu'ils sont victimes d'une infraction. Donc l'avocat pénaliste, c'est vraiment le sachant, celui qui va expliquer la loi à la personne, d'une part, et puis c'est celui qui va enrober son client ou sa cliente, c'est-à-dire qu'il va le protéger, il va faire office de bouclier entre l'institution judiciaire et ce qu'il vit, il va décortiquer effectivement tout le processus judiciaire que la personne peut subir, qu'elle soit victime ou accusée, et ça peut durer des mois, ça peut durer des années. Donc si on n'a pas quelqu'un à ses côtés pour servir de béquille, pour servir d'assistance, eh ben,
on s'aperçoit que les gens sont complètement démunis et surtout, ils sont apeurés. Les gens ont peur de la justice. On en parlait en off, en préparation. Oui, on a peur de la justice. Comment ça se passe quand quelqu'un vient te voir? Imaginons, j'arrive aujourd'hui, j'ai X ou Y problématique. Comment tu démarres l'entretien? Comment tu choisis les personnes où tu leur dis justement que tu ne peux pas les accompagner? Comment ça se passe? Alors, la première des choses à faire quand on reçoit quelqu'un, c'est de se taire. C'est de le laisser parler. Comme un psy, quoi. C'est chute, voilà. La personne vient, elle porte un sac à dos et elle a besoin de le poser sur le bureau de l'avocat. Donc la première des choses qu'on fait, que je fais, c'est que j'écoute les gens. J'écoute ce qu'ils ont à me dire, ils ont un mal-être, ils ont un problème, et ils le déversent dans mon cabinet. Et cette phase d'écoute, elle est très importante, parce qu'à partir de là, je vais pouvoir synthétiser sur le plan juridique quel est véritablement le problème, quelle est aussi la solution, et comment du problème à la solution, on met en place une stratégie de défense ou d'attaque. Moi, c'est très important parce que je puise dans ces discussions des éléments qui me sont absolument nécessaires. Je ne connais pas mes clients, je ne sais pas qui ils sont, je ne sais pas quelle est leur difficulté. Ce que je sais, c'est que j'ai un savoir à mettre à leur disposition. Et puis aussi, ça permet aussi aux gens de se situer, c'est-à-dire de véritablement savoir ce qu'ils peuvent espérer ou pas. Il faut jouer la carte de l'honnêteté à 200% dans ces entretiens. Je m'interdis formellement de vendre du rêve, de vendre des choses que les gens ne pourront jamais obtenir de la justice, parce que ce serait vraiment contraire à mon éthique, à ma déontologie. Et puis, quand j'aborde un client, il ne le sait pas, mais je l'aborde toujours comme si c'était quelqu'un de ma famille. Donc je vais le défendre comme si c'était quelqu'un de proche. Il y a beaucoup de bon sens dans mes défenses. C'est-à-dire, en gros, on veut quelque chose, peut-être que c'est pas atteignable. Ramenons la problématique à ce qu'on peut décemment avoir. Et à ce moment-là, il y a tout un travail d'explication, de pédagogie qui se met en route avec mes clients. Je discute énormément avec eux. Ils me parlent, je leur parle. Et de cette discussion va naître quelque chose de très fructueux pour eux. Tu as 24 ans d'expérience, précisément, dans ce métier. Est-ce que y a des cas que tu refuses encore? Et si tu peux le dire, pourquoi? Pour quelles raisons? Est-ce que c'est financier? Est-ce que c'est déontologique? Est-ce que tout simplement tu ne sens pas la personne? Comment ça se passe? Alors ça, c'est vraiment une question de feeling. A priori, j'ai envie de te dire que je défends tout le monde, parce que j'imagine que tout le monde a besoin d'une défense et que si les gens viennent me voir, eh bien, ils me font l'honneur de me confier leurs problèmes. Mais il y a des cas de figure dans lesquels je sens que la relation de confiance ne s'installe pas. Soit parce que j'ai la sensation que je ne peux rien amener à ce client ou à cette cliente, soit parce que le client est trop sur la défensive et je n'arrive pas à exercer pleinement mes fonctions, mon rôle d'assistant, d'assistant dans le cadre de sa défense. Donc, dans l'intérêt du client, pas dans le mien, je lui suggère effectivement d'aller voir un autre avocat qui sera peut-être plus en possibilité de prendre en charge sa défense. Est-ce qu'il y a aussi le fait des fois, c'est une question qui me vient, que tu sois une femme et que du coup la personne soit une femme, soit un homme, peu importe, mais que ça soit de ce fait-là que ça n'a pas forcément fonctionné? Alors, cette question, je n'aurais pas eu la même réponse il y a 15 ou 20 ans. Il y a 15 ou 20 ans, je t'aurais dit que le fait d'être une femme, et particulièrement une jeune femme quand j'ai commencé, puisque j'ai démarré, j'avais 25 ans, c'était un problème. C'était un problème parce que le métier d'avocat, c'est un métier d'homme. D'ailleurs, très longtemps, on a dit avocat et pas avocateux. Donc, j'avais bien conscience que les qualités que les clients attendaient, c'était de la présence, de la stature, une voix grave, et puis quelqu'un qui était capable d'impressionner un magistrat et de rétablir ce rapport de force. Ce qu'une jeune femme que j'étais ne se persuadait pas de pouvoir faire. Aujourd'hui, c'est totalement différent. C'est totalement différent, d'abord parce que la profession s'est féminisée. Ouais. Nous sommes devenus majoritaires. Je crois qu'on doit être 53 ou 54% dans la profession d'avocat.
Donc c'est devenu complètement usuel de faire appel à une avocate, mais ce qui a véritablement évolué dans mon métier, c'est dans le métier de pénaliste. Dans l'imaginaire collectif, l'avocat pénaliste, c'est un homme, c'est Éric Dupond-Moretti, c'est Hervé Temim, c'est tous ces mentors que j'admire. Pourtant, aujourd'hui, il y a des trafiquants de stupéfiants, des criminels qui font appel à des femmes et qui revendiquent de faire appel à des femmes parce que féminiser sa défense pour un homme, c'est particulièrement intéressant. Ça permet de faire passer beaucoup plus de messages, ça adoucit certains discours, certaines postures. Et puis aussi parce que aujourd'hui, tout le monde veut des femmes. C'est devenu un peu l'effet inverse. Voilà. Et là où je pouvais avoir des difficultés quand j'étais jeune à trouver des clients en maison d'arrêt qui sont principalement des hommes, 95% des crimes sont commis par des hommes. Donc aujourd'hui, eh bien finalement cette dualité est très bénéfique dans la construction de la défense, surtout maintenant que j'ai beaucoup d'expérience. Je suis en mesure aussi de pouvoir rassurer, de pouvoir être même parfois maternante avec certains de mes clients qui en ont besoin. Il faut savoir que quand on est dans un processus judiciaire, quand je vais voir mes clients en prison, ils sont quand même abandonnés, ils sont seuls. Et je pense qu'effectivement, le fait de voir arriver une femme avocate qui leur sourit, qui les salue, voilà, je pense que ça aussi, ça permet d'avoir une image rassurante. C'est quoi qui a fait ce basculement? C'est la société tout simplement, l'ouverture? Il s'est passé quoi dans ton analyse, hein? On n'est pas là pour dire la vérité, mais de ton ressenti. Moi, je pense que dans mon ressenti, les femmes ont cassé le plafond de verre. C'est-à-dire que on est passé d'une génération avant moi où les femmes étaient vouées au mariage et élevaient leurs enfants, à des générations qui ont commencé à exercer la profession d'avocat, alors d'abord dans les affaires familiales, dans le droit des enfants, des mineurs. Et puis, ma génération a été vraiment le mouvement de bascule, puisque les femmes ont commencé à faire des études beaucoup plus techniques en droit des affaires, en droit fiscal, en droit pénal, et elles ont renversé la vapeur dans des domaines qui étaient des chasses gardées d'hommes. Moi, je me souviens très bien que quand j'étais jeune et que je passais la porte du tribunal correctionnel, beaucoup de confrères hommes m'appelaient mademoiselle, bonjour. Vous êtes l'assistante. Exactement. Ouais. Alors j'étais en robe d'avocat, j'étais en costume d'avocat. Et effectivement, ça me ramenait toujours à ma condition et à mon genre. Aujourd'hui, ça n'arrive plus du tout. Donc je suis extrêmement admirative et fière de cette nouvelle génération de femmes qui non seulement a investi des matières ultra techniques, l'IA, le droit fiscal, le droit des affaires, mais aussi cette nouvelle génération qui a investi les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux ont permis énormément aux femmes d'exister sur le plan professionnel, là où les hommes avaient saturé et phagocyté tous les cercles professionnels masculins où les femmes n'arrivaient pas à rentrer. Donc maintenant, elles ont pu enjamber ces difficultés et voilà. Aujourd'hui, je pense qu'on peut clairement dire que la profession d'avocat, c'est plus une profession d'homme. Oui. Ça a changé. Oui. Dans d'autres domaines, ça a bougé aussi. Et du coup, ça fait écho forcément au MeToo qu'on va reparler un peu plus tard, mais aussi à les cas, on va dire, les thématiques, les raisons pour lesquelles les personnes viennent te voir. Déjà, est-ce que c'est plus des hommes ou des femmes? Et est-ce que tu peux nous dire un peu les grandes lignes des problématiques qu'ils ont ou qu'elles ont? Alors, il est vrai que j'ai essentiellement à 70% une clientèle d'hommes, puisque je fais du pénal. Donc, on le sait, les statistiques le démontrent, la délinquance, la criminalité est masculine, dans une large majorité. Donc, j'ai effectivement une clientèle masculine, mais c'est pas vraiment un problème. Alors, les raisons pour lesquelles ils viennent me voir, c'est que la plupart du temps, ils sont convoqués en justice. Ils reçoivent une convocation en justice ou alors ils sont convoqués lors d'une mise en examen dans le cabinet d'un juge d'instruction. Donc ils ont besoin de l'expertise et de l'assistance d'un avocat. Ils ont besoin également que je les prépare parce qu'il est bien évident que dans un processus pénal, tout ce que vous pouvez dire ou faire
va être retenu à charge ou à décharge. Donc cette préparation, elle est fondamentale. Classiquement, effectivement, j'ai des clients qui viennent me voir pour des infractions de droit pénal général, donc tout ce qui est des infractions de droit commun, du vol aggravé, des escroqueries, des abus de confiance, et puis j'ai aussi une partie de ma clientèle qui vient me voir pour des infractions beaucoup plus graves, des infractions criminelles, donc des viols aggravés, des tentatives de meurtre, voilà, des cas de figure, des actes de torture et de barbarie où effectivement on sait qu'on est parti dans un processus criminel éprouvant. C'est comment on peut arriver à défendre une personne qui a commis un acte horrible. Déjà, est-ce qu'on le prend? Est-ce qu'on décide de l'accompagner? Parce que je sais qu'au début du métier, des fois, on te donne des avocats commis d'office, donc peut-être tu ne choisis pas les affaires. Comment toi, tu arrives à choisir? Est-ce que tu as défendu des personnes et tu t'es dit, mais en fait, je suis pas du tout aligné avec ça, ou ça a toujours été le cas? C'est un vrai chemin. C'est-à-dire que on ne naît pas avocat, on le devient. Et quand on est avocat, on est confronté à ces questions, notamment quand on fait du pénal, c'est-à-dire est-ce que je vais défendre cette personne qui a commis des faits horribles, qui heurtent ma propre éducation, mes propres valeurs. Donc il faut répondre à ces questions parce que si on ne le fait pas, on reste un mauvais avocat pour ses clients. Il faut véritablement que on ait clarifié cette difficulté. Que tu sois bien aligné avec... Exactement. Voilà. Ouais. Donc ça n'a pas été très évident pour moi au début parce que j'avais la sensation effectivement que je trahissais l'éducation que j'avais reçue. Mais très vite, et c'est là où ce métier est totalement passionnant, c'est que eh bien je me suis rendu compte que ce qu'avaient fait mes clients n'avait aucune importance dans mon rôle de défense, en fait. Qu'ils soient innocents ou coupables, qu'ils soient auteurs ou victimes, je n'étais pas là pour les juger, j'étais là pour les représenter dans un processus démocratique, judiciaire. Il faut bien comprendre que on a la chance de vivre en France et que on a la chance, à chaque étape judiciaire, d'avoir à ses côtés un avocat qui vous assiste et vous représente. Et en fait, je ne suis jamais aussi près de mes valeurs personnelles que quand je défends quelqu'un, quoi qu'il ait fait. Ce qu'il a fait n'a rien à voir avec moi. Ça n'a rien à voir avec ce que je suis, ça n'a rien à voir avec ma famille. C'est différent. Là, je joue un rôle professionnel d'assistance. Si cette personne est innocente, eh bien à ce moment-là, j'aurai l'immense responsabilité de faire éclater cette innocence. Et d'ailleurs, contrairement à ce qu'on croit, c'est beaucoup plus difficile de défendre un innocent pour un avocat qu'un coupable. Oui, c'est fou. Et si cette personne est coupable, eh bien, j'ai l'obligation de contextualiser, d'expliquer au juge la raison pour laquelle ces faits sont nés, en fait, sont arrivés dans la vie d'une victime ou d'un client. Donc, effectivement, je suis plus dans une démarche de comprendre les gens. Je ne relativise pas ce qu'ils font, mais je les comprends. Et ce qui me permet de le comprendre, eh bien, c'est que j'établis une relation de confiance avec eux. Ils m'expliquent leur vie. Ils deviennent des êtres humains avec des failles, des parts d'ombre, des éducations chaotiques, des enfances terribles, parfois. Ça, je le rencontre notamment dans toutes les infractions pédocriminelles, notamment. Et il est bien évident qu'à partir du moment où on fait une démarche de comprendre, d'aller vers l'autre, on peut plus être dans le jugement. Ce n'est plus possible. Très souvent, quand j'en parle à des personnes de mon entourage, parce que nous, moi, je suis pas du tout du secteur, on se dit souvent, je peux pas défendre quelqu'un parce que j'imagine qu'il aurait pu faire ça à quelqu'un de ma famille. Donc c'est pour ça que je te pose cette question, parce que c'est toujours un peu délicat et en même temps, on n'est pas dans le métier. Donc on peut pas savoir. Je comprends parfaitement cette question.
Je la comprends parce que d'abord parce qu'on me le pose très souvent dans les dîners. Mais comment vous pouvez défendre le criminel cette personne qui a violé, qui avait des fichiers pédopornographiques, qui a tenté de commettre un meurtre sur son épouse. Bon, donc effectivement cette question je l'ai au bout de 3 minutes dans chaque repas où je suis invitée. Et je la comprends parfaitement parce que les gens sont dans la morale. Ils sont dans ce qui est bien et dans ce qui est mal. Et c'est parfaitement humain. Moi, je ne me positionne pas dans ce cas de figure. Moi, j'explique que, notamment en France, nous n'avons absolument aucune culture juridique. Les gens ne savent pas ce qu'est un avocat. Ils ne savent pas à quoi sert un avocat. Il faut qu'ils aient souvent eux-mêmes subi ce processus judiciaire pour que la lumière s'allume au plafond et qu'enfin ils comprennent le rôle d'un avocat. Et souvent, j'ai des clients qui n'ont jamais eu affaire à la justice qui me disent « Mais maître, c'est incroyable, je savais pas que ça se passait comme ça. Je suis sidérée, je savais pas que vous faisiez ça. Merci d'être mon porte-voix, merci de m'aider. Merci parce que j'ai des choses à dire, je sais pas comment les dire, j'ai pas les mots, j'ai pas l'instruction, je ne sais pas faire. » C'est pour ça que c'est bien que tu prennes la parole. Exactement. Pour l'expliquer, parce qu'on ne le sait pas assez, on ne sait pas l'envers du décor. C'est souvent ce qui se passe, et c'est le côté, on va dire, plus sombre des réseaux sociaux qui montre qu'une facette. Oui, c'est vrai. Alors, on est quand même dans la société, dans une culture où on accuse tout le monde, de façon très très facile, avec une vidéo, avec une interview. On accuse les gens et en fait on s'aperçoit que pour remonter le cours de cette accusation, c'est très très compliqué. Il faut véritablement, et beaucoup de gens n'arrivent d'ailleurs pas à se défendre, ils sont complètement mutiques face aux accusations qu'ils subissent. Et moi en tant qu'avocat, et comme beaucoup d'avocats d'ailleurs, je ne supporte pas l'injustice. C'est-à-dire que quelqu'un qui se fait attaquer, quelqu'un qui se fait pilonner, c'est quelqu'un que je vais avoir envie de défendre. C'est quelqu'un que je vais avoir envie de protéger et c'est quelqu'un dont j'ai envie de rétablir le rapport de force. Voilà, c'est ça en fait, mon métier. Moi, ce que j'aime bien dans ton profil, c'est un peu à l'image, on va dire, si je me le calque sur le mien, des fois on me dit « Ah, mais vous avez donné la parole à telle personne. » Alors, du coup, vous validez ses propos, vous tolérez ce qu'il dit. Et du coup, j'aime bien ce que tu as dit parce que je le ressens, c'est moi quand je fais mon travail, je regarde d'en haut. Et c'est pas un personnage, mais je pense que tu pourras le dire aussi bien que moi, c'est que tu es là en vecteur, en outil, en canal pour accompagner la personne à faire une tâche ou réaliser une tâche. Alors évidemment, moi il y a moins d'impact que le tien sur la décision finale, mais je comprends tout à fait et je vois, mais le grand public n'a pas l'habitude de se dire ah mais oui mais tu lui as tendu le micro ou là tu l'as aidé à aller sortir vainqueur alors qu'il a été coupable. Ça, j'aime beaucoup cette notion-là. Oui, ben alors, les gens disent et tiennent ce genre de propos jusqu'à ce que la justice frappe à leur porte. J'ai beaucoup de personnes dans mon entourage personnel et professionnel qui sont pour un durcissement des peines, notamment pour les mineurs. En ce moment, on en parle énormément, où on voudrait juger des mineurs comme des majeurs. Mais en fait, ils tiennent ce discours jusqu'à ce que ça concerne leur propre enfant qui va se retrouver impliqué pour une raison ou pour une autre dans un processus judiciaire, qui aura commis une bêtise, qui sera sorti de boîte de nuit avec un peu trop d'alcool dans le sang, qui aura perdu le contrôle de son véhicule et qui va peut-être avoir un accident de la circulation grave au préjudice d'une victime. Et finalement, ces personnes, une fois qu'elles sont confrontées à ce drame et qu'elles vivent, qu'elles endurent pour elles-mêmes ou pour leur enfant ce processus judiciaire, eh bien, elles pensent totalement différemment. Donc, de loin, c'est très facile d'être dans le jugement et de dire « moi, je pourrais jamais » ou « je ne sais pas comment tu fais » ou « tu valides ». Non, mais c'est beaucoup plus complexe que ça, en fait. Est-ce qu'il y a des idées reçues que tu as entendues en 24 ans, j'imagine que tu en as eu plein en 24 ans, qui t'ont agacé, qui t'agacent plus ou qui t'agacent encore aujourd'hui ? Des dizaines, parce que encore une fois, à l'école, au lycée, au collège, on ne fait aucun enseignement juridique. Et pourtant, quand tu allumes ta télé, que tu mets les chaînes d'information continue, on ne te parle que de justice, que de droit, que de loi, que de procès. On refait même certains procès à l'antenne. Sans des séries dessus, d'ailleurs. Exactement, sans aucun professionnel, souvent autour de la table. On a des commentateurs de tous les jours. Et donc, en fait,
Moi, ce qui me fascine, c'est que les gens ont des idées reçues sur la justice sans savoir véritablement de quoi ils parlent. Voilà. Donc, par exemple, l'idée reçue numéro 1 sur la justice, c'est qu'elle serait laxiste. On l'entend à longueur de journée, dans les journaux télévisés, dans les interviews. De toute façon, il n'est pas condamné, il n'y a plus de place en prison. Exactement. Alors que pour le vivre de l'intérieur, et vous pouvez demander à n'importe quel avocat ou même à des juges, c'est tout le contraire. On a remarqué que le temps passant, et moi à mon niveau depuis presque 25 ans, j'ai remarqué que les peines pour des infractions similaires se sont énormément durcies. Et parfois, là où vous preniez 1 an, 12 mois ou 24 mois de prison, ben aujourd'hui vous pouvez prendre 3, 4, 5 ans pour des faits similaires. Donc, ce durcissement de la justice, il existe, il est réel, il a d'ailleurs été documenté par des chiffres du ministère de la Justice, et c'est véritablement un ressenti que les gens ont sur le fait que la justice est laxiste. C'est faux. C'est vrai qu'on n'est pas éduqué. Ça serait quoi un peu ton souhait pour se dire, bon, on vient rééduquer les personnes, soit à l'école, soit dans le commun. Comment ça pourrait se passer pour être un peu mieux informé justement de la justice ? Ton monde idéal, tu vois. Mon monde idéal, ce serait un monde où on mettrait de l'éducation juridique dès le lycée. Ouais. Voilà, où on apprendrait aux gens d'abord qu'ils jouissent de droits et de libertés avant de réclamer des peines et de la sévérité. Parce qu'on est un pays démocratique, on est une des plus grandes démocraties du monde, on a tendance à l'oublier. Et comme toute démocratie, on a un système juridique et judiciaire qui est sophistiqué. C'est-à-dire qu'on a des règles subtiles, on a des principes, on a des exceptions, et on a des règles qui sont appliquées dans des tribunaux qui sont indépendants et impartiaux. Et ça, il faut véritablement le marteler et le rappeler. L'avocat fait partie de ce processus démocratique. Donc je ferai de l'éducation pour que les personnes soient éveillées sur leurs droits et leur liberté, et qui ne considèrent pas normal que l'État, le législateur, et on va le dire, les politiques, piétinent certaines de leurs acquis pour faire plaisir à certains électeurs. Voilà, c'est ça mon monde idéal. J'espère que ça changera, que ça évoluera. On a toujours cette peur, quand on a fait une infraction, de petite à très grosse évidemment, de se dire « Ah bah mince, comment ça va se passer ?» On est d'accord que cette peur-là, c'est parce qu'on n'a pas assez de connaissances de la loi. Alors ça, c'est sûr que le fait d'apprendre le droit, ça permet de ne plus en avoir peur. Parce que il y a une phrase que tu connais parfaitement qui est de dire « nul n'est censé ignorer la loi ». Encore faut-il que la loi soit compréhensible, et encore faut-il qu'elle soit à la portée de tout le monde, ce qui n'est pas le cas. On sait bien que c'est faux. Les gens ignorent la loi, et c'est très fréquent que des gens arrivent dans mon cabinet en me disant « mais je savais pas que c'était interdit ». Donc, si on est tous d'accord pour dire que tuer, violer, oui, c'est interdit, bon, aujourd'hui, on a des infractions qui sont beaucoup plus subtiles. Vous avez des infractions intentionnelles. Oui, lesquelles par exemple ? Par exemple, le fait de commettre un meurtre, le fait de commettre une infraction intentionnellement. Oui. Et puis il y a des infractions complètement non intentionnelles, voilà, ou des infractions où on ne requiert pas l'intention de la personne. Et là, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus subtil, notamment pour tout ce qui concerne les sociétés, le droit des affaires, les personnes morales, etc. On entend souvent, l'avocat c'est très cher, c'est un peu un luxe de se le payer. Du coup, en gros, si j'ai commis une infraction, encore une fois plus ou moins grave, je pourrais pas avoir un super avocat qui va me défendre. D'ailleurs, tout ce que je te dis là, c'est ce que j'ai souvent entendu. Oui, mais le plus mafieux de la planète, vu qu'il a de l'argent, il pourra se payer le meilleur avocat. T'en dis quoi ? Alors, je pense que il y a une part de vrai dans ce que tu dis. Okay. Alors, en France, tu ne seras jamais laissé seul devant la justice sans avocat, puisque on a un système de commission d'office qui permet d'être assisté. D'ailleurs, c'est organisé par les barreaux, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. La défense pénale pourvoit des avocats commis d'office aux côtés des mises en cause, des prévenus. Donc, tu ne seras jamais laissé seul. Mais il est vrai que ces avocats ne sont pas choisis, ils ne sont pas payés par toi, et si tu n'en as pas les moyens, faut pas rêver. La commission d'office, c'est une défense souvent d'urgence, c'est une défense où tu n'es pas rémunéré. Bien souvent, la barre pénale de la commission d'office est jeune. Donc,
c'est sûr que si tu es si tu es confronté à une infraction complexe, c'est pas l'idéal. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu veux t'emparer des droits qui sont les tiens, exercer une défense effective, par exemple, tu es mis en examen pour des faits d'escroquerie en bande organisée, tu veux te défendre, tu veux exister face au juge d'instruction, faire des demandes d'actes, demander des auditions de témoins, contester des actes, faire des appels de ces décisions. Ben oui, tu es obligé de prendre un avocat qui va forcément te réclamer des honoraires et cette défense, elle a un coût. Moi, je dis classiquement à mes clients quand ils me disent « mais une instruction, qu'est-ce que ça va me coûter ?» Une instruction, ça dure entre 12, 18 et 24 mois. Qu'est-ce que ça va me coûter? Moi, je leur dis, vous savez, ça va vous coûter le prix d'une voiture. Après, ça dépend de la marque. Oui, voilà. Oui, si c'est une Porsche, c'est pas la même chose qu'une Renault, sans vouloir citer. J'allais justement te parler de la durée. Combien de temps ça durait? Est-ce que, comme un psy, tu ne peux pas dire le nombre de séances? Ou au contraire, selon la gravité, tu sais que, parce qu'après on peut faire appel, d'ailleurs, ça c'est une notion que tu pourras en parler. La justice est lente. Ça, c'est pas une idée reçue. Ouais. Elle est lente parce que elle manque de moyens, parce que, par exemple, quand vous êtes mis en examen dans le cadre d'une instruction judiciaire, eh bien le juge d'instruction va faire des commissions rogatoires auprès de la police. Donc les policiers vont agir sur instruction d'un juge d'instruction et ça va prendre du temps. Forcément, ce sont des actes d'enquête qui prennent du temps. Donc ça peut durer plusieurs années. Ça peut durer plusieurs années et il y a des personnes dont ça a bouffé la vie parce qu'au bout du compte, c'est arrivé sur des non-lieux ou des relax ou des acquittements, c'est-à-dire que les personnes n'ont pas été poursuivies en justice, mais pour autant, ils ont subi pendant des années des perquisitions, des interrogatoires, la nécessité de devoir répondre à des convocations du juge, alors qu'au final, eh bien, leur responsabilité pénale n'a jamais été engagée. Donc effectivement, ça peut durer longtemps et ça peut être très éprouvant. Oui, il n'y a pas de règle. Non, il n'y a pas de règle. Comment toi, tu vis ton quotidien face à des décisions, alors quand c'est des décisions où toi, justement, tu es aligné avec ça, au contraire, c'est une réussite, c'est OK. Mais si c'est des décisions où, malheureusement, ton client ou ta cliente, c'est contraire à ce que tu souhaitais, comment toi, tu arrives à le vivre? Parce que, on en parlait en off, c'est pas facile ton quotidien. Enfin, il y a quand même des impacts majeurs dans la vie d'une personne. C'est très dur. Le métier d'avocat, c'est un métier où on apprend à perdre plus souvent qu'à gagner. C'est un métier où on est sans cesse en train de demander quelque chose. On quémande une liberté, un acte. Donc on est toujours dans une démarche de soumission par rapport au juge qui va effectivement acquiescer ou pas à nos demandes. Donc c'est très compliqué à gérer parce que les défaites sont plus nombreuses que les victoires. Ouais, j'allais te demander. Ce qui rend les victoires extrêmement savoureuses. On a l'impression d'un moment de grâce quand on arrive effectivement à avoir la liberté, la libération d'un client, l'acquittement ou la relaxe. Bon, effectivement, il y a 24 heures de jubilation parce qu'on a la sensation d'avoir servi à quelque chose, que notre stratégie a été gagnante. Ouais. Voilà. Et puis, c'est le client qui compte avant tout, c'est pas nous. Mais il faut pas se leurrer. On est quand même dans un processus judiciaire où on perd énormément et pour un coup gagnant, on a 10 coups perdants. Ça, on le dit pas forcément. En fait, on voit que les décisions ratées, j'ai envie de dire, enfin les décisions non réussites, mais c'est vrai qu'on le voit pas. Qu'est-ce qui fait pencher la balance sur le fait que l'audience va bien se passer, en tout cas que toi tu vas gagner avec ton client? C'est quoi? Alors il y a plusieurs éléments. Il faut d'abord savoir si le client ou la cliente reconnaît ou pas les faits, parce que on adapte notre défense en fonction de ce qui est reconnu ou pas. Ouais. Si on est face à un client qui reconnaît avoir commis une infraction, mais qui a des choses à dire sur la raison ou l'ampleur de l'infraction. Bon, à ce moment-là, on va pas plaider de la même façon que pour une personne qui dit « mais moi j'ai rien fait, je suis innocente ». Le combat n'est pas le même et notre valeur ajoutée n'est pas la même. Moi, je pense que... Et j'ai perdu le fil de ta question. C'était quoi? Ce qui fait que tu fais gagner ton client ou pas. Oui. Je ne perds pas, moi. Bravo.
Alors, ce qui fait qu'un client gagne, d'abord, il y a différentes façons de gagner. Tu peux gagner le dossier, c'est-à-dire que la personne ne sera pas condamnée. Voilà, ça c'est une. Oui, c'est une victoire finalité, on a compris. Voilà. Mais il y a aussi des victoires qui sont celles d'être moins condamné à ce qu'on aurait pu encourir. Par exemple, dans une infraction où tu encours 5 années d'emprisonnement, le fait d'avoir obtenu, par exemple, 1 an d'emprisonnement avec sursis, c'est déjà une victoire, parce que tu n'iras pas en détention, tu n'iras pas en prison, ou alors on va pouvoir aménager ta peine. Donc il y a différentes façons de gagner, mais en ce qui me concerne, moi je prépare mes clients comme des Ferrari, qui reconnaissent ou pas d'ailleurs les faits. Je les prépare à répondre aux questions. Donc je fais véritablement des séances de coaching en cabinet ou à la maison d'arrêt s'ils sont détenus, où je les prépare aux interrogatoires, aux auditions ou à l'audience, de façon à ce qu'ils ne soient pas débordés par le stress qu'ils vont forcément subir à ce moment-là. C'est très désagréable, pour leur donner plus d'amplitude, plus de recul. Et bien souvent, je ne connais pas, bien sûr, les questions du juge ou du tribunal à l'avance, mais l'expérience me permet de savoir à peu près ce qu'on va explorer comme question, et je peux leur donner un kit pour pouvoir répondre, et surtout ce qu'ils doivent répondre. Comment on se positionne face à une accusation? Qu'est-ce qu'on va dire? Comment on va l'expliquer? Moi, j'ai beaucoup de clients qui ne savent pas bien s'exprimer, qui n'ont pas fait des professions intellectuelles et qui se retrouvent face à des juges qui sont des gens qui ont beaucoup d'éducation, beaucoup d'instruction. Et je fais le pont entre le juge et mon client en le remettant un petit peu à niveau. Et ces préparations, au début, je les faisais pour moi, parce que ça me rassurait de savoir que mon client était préparé pour pas qu'il glisse sur une peau de banane. Et au final, je me suis aperçue que c'est les clients eux-mêmes qui me réclamaient ces préparations. En sortant, ils me disaient souvent « Mais heureusement que vous m'avez préparé, c'est extraordinaire. » Il m'a posé exactement les questions que vous m'aviez dit. Mais si tu les avais pas préparés à ça, tu penses qu'il y a certaines affaires que tu aurais pu perdre parce que la personne n'était pas assez préparée? Mais Déborah, tu peux pas savoir le nombre de personnes que je vois comparaître en audience dont je sais qu'elles n'ont pas été préparées. Ouais. Quand tu vois préparer quelqu'un, c'est d'abord lui faire relire intégralement son dossier, le dossier d'enquête, ses déclarations. Donc on lui rafraîchit la mémoire, on lui rappelle exactement pourquoi on est là et qu'est-ce qu'il y a dans le dossier. Pour le moment où tu es en garde à vue et le moment où tu es jugé, parfois il peut s'écouler 3, 4, 5 ans. Je vois beaucoup de personnes arriver à la barre d'un tribunal et ne même plus trop savoir ce qu'ils ont déclaré ou ce qu'ils ont dit, et confrontés à des questions, ne plus trop savoir comment se positionner. Donc, je vois tous les jours effectivement des gens qui passent à la barre et qui ne sont pas préparés. Et ça nuit à ta défense pour une simple et bonne raison, c'est que quand tu passes devant un juge, quand tu passes devant un policier, c'est le règne de la parole. C'est le règne de la verbalisation. Oui. Celui qui ne parle pas ou qui garde le silence, ce qui est ton droit le plus absolu, forcément, on va pas prendre en considération sa position. Donc, il faut que tu sois en mesure de pouvoir l'exprimer. Si on ne t'a pas préparé à ça, si tu n'as pas de facilité, parfois j'ai des clients qui n'ont aucune difficulté à s'exprimer, c'est beaucoup plus simple pour moi. Et parfois j'ai des clients qui passent très mal à l'audience. J'ai des clients qui sont agressifs. Ouais. J'ai des clients qui ne veulent pas entendre parler de ce processus judiciaire. Donc, je suis obligée véritablement de les adoucir pour obtenir un résultat optimum, parce que je sais par expérience ce que, dans ce cas de figure, un juge, un policier a envie d'entendre. Tous les avocats pénalistes qui font ça, ou c'est ta particularité? Alors, je ne sais pas. Ouais. J'en ai parlé avec beaucoup de mes clients, puisque ça m'est arrivé de prendre la suite de certains de mes confrères dans des dossiers, et j'ai l'impression que c'est très partagé, mais que beaucoup ne le font pas. C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas la mesure de la préparation du client, et ils misent énormément sur leur propre talent et leur propre capacité finalement à s'exprimer, laissant le client dire ce qu'il a à dire, mais sans que ça ait véritablement d'importance. Or, c'est faux. Quand le client arrive à la barre d'un tribunal ou à la barre d'une cour d'assises et qu'on lui pose des questions, il est seul.
L'avocat ne peut pas voler à son secours, il peut pas lui souffler les réponses. Il est seul. Et moi, je dis toujours à mes clients, vous aurez beau me regarder, je ne pourrai pas ouvrir la bouche. Voilà. Donc, il faut bien évidemment préparer les gens pour qu'ils gagnent en confiance. Et je sais aussi par expérience que quelqu'un qui répond aux questions de façon posée, de façon intelligible, qui apporte ses explications personnelles, il sera toujours entendu. C'est toujours un plus. Tout à fait. Tu as été confronté à des affaires plus ou moins graves, on va dire, plus ou moins intenses. Une affaire qui est un peu connue, tu vas la citer parce que c'est mieux que toi tu en parles. Moi, j'ai la sensation que le procès Mazan, c'est quand même le procès de la décennie, oui. Ouais. C'est le procès de la décennie par son ampleur, par la gravité des faits, par presque le côté irréel de cette histoire concernant cette femme et sa fille, et puis aussi d'autres femmes, puisqu'il a été mis en cause dans d'autres procédures. Et on a même parlé du procès de la masculinité à l'occasion du procès Mazan. Donc c'est un procès de société, comme on appelle. Il y a un avant et un après. Et puis on a eu un reporting quasiment au quotidien par les journalistes de ce qui se disait à l'audience, avec maintenant ce qui existe, c'est-à-dire les live tweets qu'on pouvait suivre dans les plaidoiries de la défense, dans les plaidoiries de l'accusation. Donc oui, moi je connais parfaitement ce genre d'infraction pour les avoir au sein de mon cabinet, mais pas de cette ampleur. Ouais, pas aussi dense que ça, parce que là c'est quand même juste incroyable, et ce qui fait que, comme tu le dis, ça marque l'histoire dans une sorte de continuité de révolution des droits de la femme. Mais c'est vrai que tout le monde en parle dans ce sens-là. Donc, ça fait bouger les mentalités, ça fait bouger la loi, tu penses? Alors, ce procès-là en particulier, je ne pense pas, parce que là, on parle véritablement de ce qui a été qualifié comme un monstre, même si personne n'est un monstre. Mais effectivement, on est véritablement dans un profil criminogène qui est absolu, qui est d'une grande noirceur. Je pense pas que ce soit véritablement le procès Mazan, encore que le procès Mazan a eu quand même un mérite, c'est d'expliquer et de mettre en relief ce qu'était la soumission chimique. Parce que beaucoup de gens ne savaient pas ce que c'était et n'avaient pas conscience qu'on pouvait commettre des viols sous soumission chimique. Il faut savoir que la définition du viol en France, c'est tout acte de pénétration sexuelle, quel qu'il soit, par menace, violence, contrainte ou surprise. Donc si tout le monde comprend ce que c'est que la menace ou la violence, c'est plus compliqué la contrainte et la surprise. Et le viol sous soumission chimique, c'est véritablement le viol par surprise. Voilà, c'est celui par lequel vous n'avez pas été en mesure de manifester votre consentement. Ça peut être des drogues, mais ça peut être de l'alcool. Voilà. Ça, c'est important de le dire. Toute substance à partir du moment où le consentement de la victime ne peut pas être exprimé. C'est vrai que dans cette histoire, c'est juste incroyable parce que c'est au sein du foyer et, comme tu le dis, c'est silencieux, et certains, j'ai entendu dire, oui, alors pas dans cette histoire-là parce que là c'est surréaliste quand même, vu le nombre et les voix que ça a pris, mais en gros, tu dois contenter ton compagnon. Alors c'est toujours dans ce sens-là, peut-être que tu vas me dire je me trompe, mais c'est souvent dans ce sens-là. C'est normal, c'est devoir conjugal. Oui, alors effectivement, tu as raison. Le procès Mazan a mis en relief la soumission chimique, mais aussi effectivement une forme d'asservissement de la femme à l'intérieur du couple, puisque beaucoup de personnes ont dit mais finalement c'est sa femme, il fait ce qu'il veut avec, comme si c'était un objet. Voilà. C'est en résonance avec la façon dont on a considéré les femmes pendant des décennies, voire des centaines d'années, c'est-à-dire des entrailles, des ventres, des personnes qui étaient avec une condition juridique moindre que celle des hommes, puisqu'elles étaient au même niveau que les enfants pendant de très nombreuses années et jusqu'à récemment, jusqu'à 1965, les femmes ne pouvaient pas ouvrir de compte bancaire seules. Ça a 60 ans.
50 ans. C'est très récent. Une génération, même pas. Exactement. Et je me souviens parfaitement en avoir discuté avec ma maman, qui m'a dit, mais tu sais, quand j'ai rencontré ton père, le banquier m'a demandé l'autorisation pour ouvrir un compte bancaire de mon mari. Et on était dans cette zone charnière 65-66. Ma mère demandait de l'espèce pour aller faire les courses à mon père. Exactement. Pourtant, il n'était pas dans la restriction, mais c'est juste incroyable. Mais juridiquement, les femmes n'étaient pas à égalité avec les hommes, et ça a pris énormément de temps. Jusque dans les années 70, elles ont été interdites de conduire des avions de ligne, des avions de chasse. Il y avait bien sûr l'interdiction du port du pantalon. Enfin, il y avait une véritable infantilisation de la femme, avec l'idée qu'elle devait rester au foyer et faire des enfants, en fait, ce pourquoi la nature l'avait créée. Et dans l'inconscient collectif, le mariage était un peu son sanctuaire. Donc il y avait l'idée que si un mariage n'était pas consommé, sous-entendu qu'il n'y ait pas eu de rapport sexuel entre les époux, et on pouvait en demander l'annulation, comme si c'était une finalité. Et de là est née effectivement l'idée du devoir conjugal, c'est-à-dire que le mariage était fait pour avoir des enfants. Donc, il fallait effectivement que ça puisse se faire. Et pour que ça puisse se faire, la femme était mise sous une forme de pression sociale. Alors, le devoir conjugal n'existe pas juridiquement. Il fallait dire, est-ce qu'il y a une loi ou pas? Parce que absolument pas. Ça qui est dingue, est-ce que tout le monde pense qu'il y a une loi? Il n'y a pas de loi sur le devoir conjugal, heureusement d'ailleurs, parce que ça aurait été terrible, ça aurait été institutionnalisé le viol conjugal. Mais dans l'inconscient collectif, on partit du principe que si le mariage n'était pas consommé, il pouvait être annulé. Donc forcément, la femme a été prisonnière de ces schémas, et jusqu'à très récemment, il y a un arrêt qui a censuré la France en disant qu'on ne pouvait pas reprocher à une femme, dans le cadre des fautes du mariage, de ne pas avoir voulu avoir de rapport sexuel avec son mari. Enfin, on est en 2025. On est en 2025, tu fais bien de le préciser, parce que peut-être qu'on va nous réécouter dans les prochaines années. Regarde, c'est à l'image dans ton métier. Tu disais, c'est un métier d'homme. La femme, finalement, était l'assistante de l'avocat, à tête d'affiche, en train de bouger. Comment tu penses que ça va évoluer dans les prochaines années? On va pas faire de retour en arrière, on va revenir un peu à l'homme tout-puissant au centre. C'est quoi un peu ta sensation? Ma sensation, c'est que la société patriarcale, elle est derrière nous. Okay. Et c'est bien pour tout le monde, pour les femmes et pour les hommes, en tout cas dans les sociétés démocratiques. Je pense qu'aujourd'hui, les nouvelles générations se sont véritablement emparées de tout ce qui est à leur portée, c'est-à-dire de faire des études, de choisir de se marier ou non, de choisir d'avoir des enfants ou non. Il y a quand même quelque chose de très puissant qui existe depuis quelques années pour les femmes, c'est la possibilité de faire congeler leurs ovocytes, de se les faire prélever et congeler, dans l'attente d'un meilleur moment pour elles ou pas de faire des enfants. Et à l'époque où les femmes font des études longues et techniques, ça présente un véritable intérêt. Voilà. Donc non, je pense qu'on reviendra pas en arrière. Et puis MeToo a tout balayé sur son passage. Oui, ça a été une révolution. Un tsunami. Ça a commencé par le MeToo du cinéma, et puis ça a envahi tous les domaines professionnels, puisque avant d'envahir la sphère personnelle, ça a envahi les professions. Donc il y a eu le MeToo médical, il y a aussi le MeToo dans la profession d'avocat. Ouais. On s'est aperçu effectivement que les langues se déliaient et qu'il y avait beaucoup d'avocates associées, d'avocates collaboratrices, de secrétaires juridiques qui subissaient les brimades sexuelles et parfois les assauts de leurs patrons dans cette espèce de toute puissance masculine. À titre personnel, j'ai eu la chance de n'être jamais harcelée ou inquiétée sur le plan sexuel, mais j'ai effectivement connu des gens qui avaient dû choisir entre leur métier ou passer à la casserole. Ouais. Mais si tu faisais pas, tu parlais du cinéma, médical, ton métier. On en parle plus maintenant parce qu'il y a la force des réseaux, où tu penses que c'était tout autant présent avant, mais c'est juste qu'on n'avait pas cette puissance de communication ou d'oralité. Les réseaux sociaux, le MeToo, tout a été amplifié. Je pense que ça a toujours existé, que ça existe encore.
Mais aujourd'hui, on a mis en place d'abord des systèmes législatifs qui punissent et qui brident ces comportements dans le milieu du travail, bien sûr. Donc ça, c'est important. Du coup, qu'est-ce qui t'anime encore aujourd'hui, au bout de 25 ans d'exercice? Est-ce que tu as toujours cette flamme? Tu sais, moi, je parle toujours de passion, de quelque chose qui te fait vibrer, parce que notre métier anime notre perso et notre perso va un peu animer notre pro. Alors, en tout cas, ça, c'est ma vision. Comment, toi, tu le vis ça au quotidien? Et moi, c'est toujours une passion. Et je crois que avec toute la dureté de ce métier, si c'était pas une passion, ce serait trop dur en fait à assumer. Donc ça me permet d'édulcorer la difficulté de ce métier. J'aime défendre, je dirais même que j'aime plus qu'avant, puisque maintenant que j'ai de l'expérience, à titre personnel, à titre professionnel, je pense que je suis devenue meilleure. J'apporte plus de choses pour mes clients. J'ai plus de relief, plus d'amplitude. Je sais jusqu'où je peux aller. Voilà. Donc ça rend mon exercice plus confortable du fait de cette expérience. Il y a des choses que tu aurais voulu changer dans ton expérience, maintenant avec le recul, ou au contraire pas du tout? Oui, je pense qu'il y a quelque chose que j'aurais aimé changer, c'est que quand j'ai commencé la profession d'avocat, je me suis inscrite au barreau de Nice, en province. Et je pense que si c'était à refaire, je m'inscrirais au barreau de Paris. Et aux jeunes avocats aujourd'hui qui veulent démarrer dans ce métier, alors que ça soit un homme ou une femme, parce que on est sur des pieds d'égalité, mais bon, après si tu as une autre version, tu nous le diras. T'aimerais leur dire quoi avec ta grande expérience justement? Alors, je sais pas si je suis légitime à donner des conseils, quand même. Mais ce que je peux dire, en tout cas, c'est que embrasser la profession d'avocat, c'est la chose la plus fantaisiste, la plus punk, la plus engagée qu'ils pourront faire à l'échelle de leur vie. Parce que devenir avocat, c'est un acte politique. On se positionne, on défend, on critique le système, voilà. Donc c'est loin d'être un métier neutre. Et je pense que dans la société actuelle, les gens qui choisissent de faire ce métier, voilà, c'est une vie d'aventure qui est devant eux. Ouais, on le ressent, hein. On te sent toujours passionné et avec, j'imagine, des cas tout aussi divers, c'est-à-dire que chaque personne, même si le fait est le même qu'une autre personne ou un autre client ou une autre cliente, ça varie en fonction de tous les jours. Tous les cas sont différents, j'imagine. Il n'y en a pas un qui se ressemble. Aucun, les gens sont différents. Nous-mêmes, on est différents. La façon dont on reçoit les informations, non, c'est véritablement ça. C'est le métier de la diversité. Et puis, il y a un élément que j'aime bien souligner quand je parle avec des étudiants en droit, c'est que je leur dis, mais vous ne ferez pas un métier où vous serez aussi libre. En fait, il y a très peu de métiers qui autorisent cette liberté. Aussi libre? Oui, parce que d'abord, quand on plaide, on a une liberté de parole quasiment absolue. On peut tout dire, on choisit la façon dont on le dit, comment on le dit et pourquoi on le dit. Aujourd'hui, c'est quand même quelque chose de très rare. Donc, on a cette liberté d'expression, cette liberté aussi de mener notre carrière comme on l'entend, s'associer, de pas s'associer, de choisir la matière qu'on veut exercer. Voilà, on peut écrire, on peut parler, on peut penser et être aux manettes de cette vie d'aventure. Donc oui, pour moi, c'est un métier d'une très grande liberté. Est-ce qu'il y a des profils qui ne peuvent pas être avocats? Oui. Le problème, c'est qu'ils le savent pas souvent avant d'avoir exercé ce métier. Quand tu prêtes serment, ça veut dire que tu as obtenu ton titre d'avocat. Ça veut dire que sur le plan juridique, eh bien, tu as un très bon élément. Tu connais la loi, tu sais raisonner et voilà, tu as validé toutes les étapes pour devenir avocat. Donc forcément, quand tu prêtes serment et que tu commences à rentrer dans l'exercice pratique de la profession d'avocat, tu t'aperçois qu'en fait, être avocat, c'est pas faire des raisonnements juridiques. Être avocat, c'est d'abord être un entrepreneur, faire rentrer de l'argent pour payer ses charges. C'est faire des choix, décider pour ses clients, ce qui au début de sa carrière peut être très écrasant. Est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je donne le bon conseil? Et puis, on s'aperçoit que le client, c'est une matière vivante.
C'est pas un cas pratique qui est posé sur un papier, on a 3 heures pour le résoudre. C'est quelqu'un qui va dire bleu, et puis 3 jours après qui vous appelle pour dire non, finalement c'est pas ça, qui va changer. La règle d'or dans ce métier, c'est l'adaptabilité. Il faut s'adapter en permanence. Il faut être robuste, parce que c'est un métier où on prend beaucoup de coups. Oui, mentalement. Mentalement, bien sûr, on prend beaucoup de coups. Et je pense que y a beaucoup de personnes qui, en prêtant serment et en pratiquant la profession, se rendent compte que c'est trop dur. Et on a énormément d'abandon dans notre métier. Dans les 10 premières années, on considère qu'il y a environ 30% des avocats qui abandonnent la profession, ce qui est colossal quand tu sais la difficulté que c'est à devenir avocat, à avoir ce titre. Ton fils, si demain il te dit je veux être avocat, tu lui dis quoi? Tu lui conseilles de pas y aller ou au contraire d'y aller? Je pense que je suis pas très partiale. Je pense que je lui conseillerais d'y aller parce que c'est un métier de passion. C'est un métier où on vibre, c'est un métier où on existe. Et puis c'est un métier sur le plan intellectuel qui te nourrit énormément. C'est pas un métier où le soir, quand tu rentres, tu fermes la porte et tu penses plus à tes dossiers. Ça peut, il y a des dossiers où j'en dors pas la nuit. J'allais te dire. Voilà, des veilles de procès. Voilà, quand je sais que j'ai un client qui est parti en détention provisoire, ça me ronge. Je pense, je me remets en question en permanence. Je me juge parfois sévèrement en me disant que si j'ai gagné, c'est parce que le dossier était facile, mais si j'ai perdu, c'est parce que j'ai pas été assez bonne. Donc voilà, moi je lui conseillerais d'y aller parce que ce métier c'est une espèce de psychanalyse personnelle pour la vie entière. Non, mais j'allais te le dire, ça se sent, et puis en fait tu te remets en question, tu analyses l'autre, enfin t'essayes de l'accompagner. Tout à l'heure tu parlais de la prise de parole, mais c'est presque thérapeutique comme un accompagnement psy. Ah oui, parce que c'est pas naturel au départ. Et même quand on croit qu'on a des facilités, on n'en a pas. Quand tu dois plaider au pénal parfois 2-3 heures en assise, et que dans cette plaidoirie, tu dois suivre le fil de ta pensée, sans jamais t'écouter plaider, puisque tu plaides pas pour toi, tu plaides pour d'autres personnes, donc il faut que tu sois clair, tu sois intelligible, tu sois précis. C'est pas naturel. C'est quelque chose qui s'apprend. Et d'ailleurs, on n'est pas toujours linéaire dans cet exercice. Parfois, on est bon, des fois un peu moins bon. On est aussi parfois fatigué. Bon, mais je sais que plus on plaide, mieux on plaide. C'est ce qu'on dit toujours aux jeunes avocats. C'est en marchant qu'on apprend. Donc voilà. Mais voilà, c'est véritablement quelque chose qui est un exercice difficile à faire. C'est pas naturel. Est-ce qu'il y a des personnes proches qui sont venues te voir en disant il faut que tu m'aides, il y a tel ou tel acte, tel fait qui s'est passé, et est-ce que tu as accepté parce que du coup t'es un peu faussé? Ah mais quand on est avocat, tous nos amis, toutes nos familles et tous les amis de nos amis nous appellent pour avoir des conseils, des suggestions, c'est bien normal. Alors moi au début je disais oui à tout le monde parce que je considérais que je devais rendre le savoir que j'avais appris, que c'était bien normal. Bon. Aujourd'hui, je fais plus du tout ça. Bien évidemment, ma famille est privilégiée dans mes conseils, mais je ne les représenterai jamais parce que je serai trop proche d'eux. C'est pareil pour mes amis proches. C'est quand même un exercice très compliqué d'être à la fois impliqué sentimentalement avec quelqu'un et de le défendre. Ce qui fait notre grande force dans la défense, c'est que la personne qu'on représente, même si on a beaucoup d'empathie, beaucoup de bienveillance, bon, c'est pas quelqu'un qu'on connaît de façon intime. Donc ça nous permet de garder toujours cette hauteur de vue et donc cette efficacité quand même. Il y a une notion qu'on n'a pas parlé, c'est l'IA. Moi je le vois, j'ai une amie qui est dans le droit du numérique, donc forcément ça touche encore plus l'IA et donc toute cette complexité du web et du numérique de manière très générale. Comment tu ressens l'arrivée dans ton métier? Parce que autant, par exemple, les experts comptables, les médecins, etc., ça arrive et ils se disent bon, ok, ça va pas nous remplacer. Toi, c'est quoi ta vision dans ton corps de métier? Moi, ma vision, c'est que l'IA, ça va bouleverser ma profession. Je pense que d'ici 10-15 ans, le diplôme de droit, le master 1, le master 2, ça vaudra plus grand-chose. Okay. Parce que, alors ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais l'information juridique de qualité sera
accessible, que la personne soit un profane ou un professionnel. Aujourd'hui, ce qui est limitant dans l'IA, c'est qu'elle a des hallucinations, c'est que les gens ne savent pas poser les questions sur le plan juridique, et surtout quand ils ont la réponse, il y a des termes techniques, ils la comprennent pas. Donc, on est encore un petit peu protégé, j'allais dire, notre savoir est encore un peu protégé, on sert encore à quelque chose. Mais avec les progressions de ces IA génératives, à très court terme, je pense que les gens pourront poser des questions assez basiques et avoir une réponse juridique de qualité en face. Donc je pense que les avocats doivent vraiment s'emparer de ce qui est aujourd'hui un outil, et peut-être que demain ça pourra nous remplacer. Voilà, c'est vraiment à nous de penser collectivement comment se positionner. C'est très passionnant, mais c'est aussi un peu effrayant. Pour conclure notre échange, j'aime bien laisser le mot de la fin à mon invité. Est-ce qu'il y a une phrase, une citation, un coup de gueule, un coup de cœur, ce qui te vient en tête pour transmettre aujourd'hui aux internautes qui vont te découvrir? Alors, le coup de gueule que j'aurais, c'est de dire aux gens de faire attention à l'information qu'ils reçoivent, notamment sur le plan juridique. Mais c'est la raison pour laquelle j'ai développé il y a 6-7 mois ma page Instagram pro, parce que j'essaye non plus de râler dans mon coin, mais d'expliquer aux gens, dans des petites vidéos courtes, dans des posts, de quoi le quotidien d'un avocat est fait, de répondre à des questions très pragmatiques pour qu'ils ne soient plus seuls. Donc voilà, à mon niveau, j'essaye de faire quelque chose. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'avocats qui le font, donc c'est super. Donc tout ça, c'est pour informer le justiciable et que les gens soient plus éclairés. Tu as raison de le préciser, et surtout, c'est que c'est un domaine qui est sensible, qui est compliqué, qui est complexe. Donc d'en prendre connaissance, c'est important. C'est des décisions qui vont être quand même à un niveau élevé. Et moi, j'aime bien dire qu'il faut prendre la parole, il ne faut pas attendre que les personnes le prennent à notre place et le fassent mal. Que ce soit en communication, que ce soit comme ça dans un échange. Je trouve que c'est extrêmement pertinent. Oui, tu as entièrement raison. Surtout qu'aujourd'hui, tout le monde a une opinion toute faite sur la justice. Il y a trop de personnes qui s'approprient des choses et qui ne sont pas du domaine et qui le disent. Donc autant qu'une experte comme toi le fasse. Au moins. C'est vrai que les experts ne sont pas sur les plateaux télé, ils sont nulle part, ils sont dans les cabinets à travailler. Et d'autres personnes parlent pour nous, expliquent la justice. Donc je pense qu'il faut véritablement de toute urgence que les avocats fassent de la pédagogie, de l'explication, qui détricotent ces fake news, qu'ils expliquent dans les journaux et dans les médias traditionnels. Mais les réseaux sociaux, c'est une formidable opportunité pour nous tous de pouvoir le faire. J'étais ravie de t'accompagner justement sur cet exercice-là. On mettra bien sûr à tous tes abonnés, tes invités qui vont découvrir toutes les informations pour te retrouver, le site, Instagram aussi, et puis peut-être un prochain rendez-vous ensemble. En tout cas, c'était un grand plaisir de pouvoir creuser tout l'envers du décor de ton métier qu'on connaît pas forcément bien à travers la vérité, parce que les médias donnent une autre définition qui est pas forcément juste. J'étais ravie, je te remercie beaucoup, Déborah. Merci Manuel.